Bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc, c'est la 15e édition d'un festival qui est organisé par l'Institut national d'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau sous l'égide du ministère de la Culture. Le thème de cette année est la mode et le pays invité est le Maroc. Nous allons écouter tout de suite Axel Moulinier. Donc Axel Moulinier est docteur en histoire de l'art, diplômé de l'Université de Bourgogne-Europe et de l'École du Louvre. Sa thèse, qui est actuellement en cours de remaniement pour publication aux presses universitaires du Septentrion, porte sur les usages vestimentaires dans l'œuvre d'Antoine Watteau et croise l'approche formaliste avec celle de la culture matérielle. Depuis septembre 2016, il collabore au catalogue raisonné des peintures d'Antoine Watteau, Watteau Abecedario, qui est en ligne, et depuis novembre 2025, il est devenu co-auteur de ce catalogue. Donc Axel a beaucoup publié sur Watteau et des artistes de son cercle depuis 2018. Après avoir organisé le colloque célébrant le tricentenaire de la mort de Watteau en novembre 2021, il en a dirigé la publication des actes. Il continue ses recherches sur Watteau, ses cercles de sociabilité et les artistes de son entourage, notamment Claude Gillot, Claude Troy-Audran, Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater. Et nous lui laissons la parole. Merci beaucoup Eva. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation du Festival d'Histoire de l'Art d'avoir accepté ma proposition de communication sur un sujet qui m'est cher et qui est particulièrement en phase avec le sujet du festival cette année. Pour commencer cette conférence, je crois qu'il me faut d'abord vous expliquer comment j'ai choisi mon sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans pour mon mémoire de Master 2 et ma thèse de doctorat. J'ai fait toutes mes études supérieures en histoire de l'art à l'École du Louvre avec une spécialisation en histoire de la mode et du costume. En Master 1, j'ai participé à un séminaire à la Wallace Collection de Londres avec son ancien directeur, Christophe Martin Veuchter. À l'occasion de ce séminaire, nous avons étudié la restauration des peintures sur bois de Watteau, dont je vous présente un exemple ici. Et en observant la face peinte de ces panneaux, j'ai remarqué une étonnante cohabitation des vêtements dans l'œuvre de Watteau. Ce thème des usages vestimentaires, qui avait été peu exploité dans les études wattesques, est devenu mon sujet de Master 2, puis mon sujet de thèse. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2021 et je souhaiterais ici vous présenter dans le temps imparti quelques observations qui en sont le résultat. Attention, c'est le premier moment des 3 moments autopromotionnels de cette conférence. Comme l'a annoncé Eva en introduction, je suis en train de remanier le manuscrit de ma thèse pour publication aux presses univers du Septentrion, dans une collection intitulée Mode et apparence, qui a été fondée en 2024 par Isabelle Parisi et Damien Delille, 2 intervenants que vous retrouverez à plusieurs reprises dans les pages du programme du festival. Antoine Watteau est né à Valenciennes en 1684 et il est décédé à Nogent-sur-Marne, près de Paris, en 1721. Il quitte Valenciennes vers 1700-1702 pour venir à Paris. Il restera à Paris toute sa carrière, sauf à l'occasion de 2 voyages, l'un en 1710 pour rentrer à Valenciennes, et un second à Londres, entre la fin de l'année 1718 et le début de l'année 1720. Watteau est célébré dans l'historiographie comme l'inventeur des fêtes galantes, mais il est en réalité le rénovateur de ce genre de peinture. Pour rénover la fête galante, Watteau se positionne comme un observateur assidu des pratiques vestimentaires de son temps. Tant et si bien qu'il est qualifié, quelques années après sa mort, de peintre des modes de son temps. Nous y reviendrons. L'étude de sa vie et de son œuvre m'a mené à comprendre que Watteau avait parfaitement bien compris le concept de mode dans 2 de ses acceptions. En effet, Watteau a très tôt nourri un intérêt visible pour la mode, entendu au sens du concept vestimentaire, qui est le sujet du festival cette année. Au fur et à mesure de sa carrière de peintre, hors des cercles officiels de l'Académie, il apparaît que Watteau a également compris la mode lato sensu, au sens d'un système de tendances et de goûts qui régit le marché de l'art sur lequel il opère. Ces 2 acceptions du terme de mode permettent, à l'issue de mes recherches, de qualifier Watteau de peintre de mode à la mode. Dès sa naissance à Valenciennes, en 1684, donc, plusieurs des oncles de Watteau, notamment ses oncles paternels, travaillent dans le domaine du tissage. Ils sont baracaniers ou mulquiniers, des termes précis pour dénommer des tisserands qui tissent certains types de tissus.
Dans le recensement de la ville dressé en 1700, la famille de Watteau habite place Saint-Jean. C'est un extrait que je vous montre sur la diapositive. Et on peut voir que la famille de Jean-Philippe Watteau, sur la 3e ligne, au numéro 48, la famille de Jean-Philippe Watteau donc, côtoie des fripiers, des savetiers, des cordonniers. De même, dans 2 autres recensements que j'ai exhumés et qui n'avaient à ce jour pas été consultés dans les recherches sur Watteau, il est fait mention de nombreux métiers liés au corps périphérique de la mode dans le voisinage de la famille Watteau à plusieurs de leurs adresses. Ces éléments, qui relèvent d'une lecture quasi psychanalytique de la vie de l'artiste, trouvent pourtant une grande résonance dans son œuvre, comme nous le verrons. À son arrivée à Paris, Watteau fréquente le quartier du Pont Notre-Dame, sur lequel il a vraisemblablement rencontré des tailleurs d'habits, et notamment Édouard-Louis Candanoine, qui travaillait lui-même pour un marchand de masques, Michel-Joseph Ducreux, comme l'a étudié Guillaume Glorieux. Plus tard, toujours à Paris, il rencontre Jean Dulienne, qui est issu d'une famille de teinturiers à la tête de la manufacture de la tapisserie des Gobelins. Bien rapidement, Julienne devient le directeur de la manufacture de teinture et les liens avec Watteau sont de plus en plus importants, ce qui le reconnecte à nouveau avec les milieux de la production textile contemporaine. Je le disais en introduction, dès 1727, 6 ans après sa mort, un commentateur contemporain, Dubois de Saint-Gelais, écrivait à propos de Watteau, je cite, qu'il s'est attaché aux habillements vrais en sorte que ses tableaux peuvent être regardés comme l'histoire des modes de son temps. Ce témoignage, quasi contemporain de la vie du peintre, nous invite à considérer son œuvre comme un reflet fidèle des modes et des usages vestimentaires du premier tiers du XVIIIe siècle. Son œuvre se compose d'environ 215 peintures et de quelques 640 dessins qui font tous la part belle à la représentation des vêtements de femmes, d'hommes et d'enfants. En plus de ces vêtements contemporains, on trouve un nombre considérable de costumes de divertissement, mais aussi de vêtements historiques et de vêtements exotiques sur lesquels nous reviendrons. Ainsi, pour vous donner un aperçu rapide, mais le plus complet possible, j'aimerais vous présenter quelques cas d'études précis. Les premiers concerneront les vêtements contemporains de femmes et d'hommes. Les deuxièmes cas d'études se concentreront sur la connaissance des modes historiques de Watteau. Les derniers cas précis aborderont la question de l'exotisme. Enfin, en guise de synthèse, j'aborderai avec vous comment Watteau est passé d'illustrateur des modes contemporaines à une icône de celle-ci et comment Watteau est passé du statut de peintre de mode à peintre à la mode. Watteau pratique une étude scrupuleuse des vêtements qu'il observe. Mais avant toute chose, il convient de comprendre et de regarder les vêtements en question. J'ai sélectionné 2 exemples de tenues contemporaines, l'un masculin et l'autre féminin, tous 2 documentés par les archives, grâce aux inventaires après décès de 2 personnalités de l'entourage de Watteau. Le premier exemple que j'aimerais exploiter provient de l'inventaire après décès du maître de Watteau, Claude Gillot. Maître ou collaborateur, la question n'est pas tout à fait résolue. En tout cas, peu importe, c'est un proche de Watteau. Il partage des cercles de sociabilité et probablement des pratiques vestimentaires similaires. Les 2 hommes sont donc très proches et dans le cadre de leur sociabilité, donc ils partagent ces mêmes usages vestimentaires. L'inventaire après décès de Claude Gillot est dressé le 20 mai 1722, quasiment 1 an après la mort de Watteau. Et dans cet inventaire, on trouve une étonnante précision dans la description des vêtements. On y trouve mentionné, ce que je vous présente à l'écran, une robe de chambre de satin sur coton non doublé, un juste-corps veste et culotte de pinchina doublé de serge rouge, un juste-corps veste et culotte de ras de castor cannelle, une paire de bas de laine, etc., etc. Parmi les accessoires, on trouve un chapeau, une perruque, une paire de souliers, une paire de pantoufles, une paire de galoches, et nous y reviendrons, nous trouvons également une épée. Grâce à la description dictée au greffier, il est possible de se faire une bonne idée de l'état du vestiaire de Claude Gillot, qui peut aisément être mis en relation avec les reconstitutions proposées par les musées de la mode grâce aux vêtements conservés. L'inventaire mentionne une robe de chambre de satin sur coton non doublé. Le Los Angeles County Museum of Art conserve une robe de chambre d'homme qui correspond parfaitement aux descriptions données dans l'inventaire. Elle est non doublée, donc, comme le précise l'inventaire, et réalisée également dans un satin de coton.
Ces robes de chambre étaient portées dans l'intimité, mais aussi dans l'atelier par les artistes, comme le montre le grand dessin de Watteau représentant un graveur à sa besogne que vous pouvez voir à droite du diaporama. Le Victoria and Albert Museum de Londres a réalisé d'excellentes et pertinentes reconstitutions de vêtements masculins des années 1700-1720. Parmi celles-ci se trouve celle d'un juste-au-corps, gilet et culotte taillés dans un drap de laine marron décoré de broderies de fil métallique. En plus de cette tenue complète, qui fait écho à ce que l'on pouvait trouver dans l'inventaire après décès de Gillot, on conserve par chance de très rares exemplaires de perruques, comme celle de Charles XII de Suède, que je vous présente ici. En plus des différents exemples de vêtements et parmi les accessoires, nous pouvons confronter la description proposée dans l'inventaire après décès de Gillot avec cet exemple d'épée du Metropolitan Museum of Art qui correspond en tout point à la description de l'épée qui avait été donnée dans l'inventaire après décès, une épée d'acier dorée à poignée d'argent. Dans son œuvre, Watteau donne à voir plusieurs exemples de cette note masculine contemporaine, dont un particulièrement savoureux, mais aussi particulièrement proche de la description de l'inventaire après décès de Gillot et du modèle conservé au Victoria and Albert Museum. Il s'agit de cette célèbre figure de l'Ancienne de Gersaint, tableau qui compte parmi les plus connus de la peinture française du XVIIIe siècle. Cette toile de très grand format fait partie des rares œuvres datées de Watteau. Elle a été peinte en 1720 au retour de Watteau d'Angleterre et l'inventaire après décès de Gillot de 1722, confronté à la toile de 1720 et avec les vêtements conservés, nous permet de soutenir les propos de Dubois de Saint-Gelais et d'attester que Watteau était en partie le peintre des modes de son temps. Le second exemple concerne Marie-Louise Sirois, une des femmes de l'entourage de Watteau. Marie-Louise Sirois est la fille du premier client connu de Watteau, Pierre Sirois. Elle est également l'épouse du marchand de Watteau, Edmé François Gersaint, que je viens de mentionner en passant, pour lequel Watteau a réalisé la fameuse enseigne de Gersaint. L'inventaire des biens de Marie-Louise Sirois est dressé en 1725 et fait état d'un nombre important de vêtements, dont une sélection que je vous présente à l'écran et sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Dans l'enseigne, une femme porte une tenue très proche des vêtements que l'on peut voir décrits dans l'inventaire après décès de Marie-Louise Sirois. La femme assise porte plusieurs éléments que l'on retrouve dans le document légal, notamment une des, je cite, 4 garnitures de tête à l'usage de la dite dame défunte, dont une de point d'Angleterre et 2 pièces d'engageantes à 2 rangs, une Steinkerque et le tour de col. Sur la femme à gauche de la diapositive, vous pouvez voir ses engageantes, qui sont les billets de dentelle qui sortent au-dessus de ses gants, son châle dont on a déjà discuté, et la petite cravate qui est nouée autour de son cou, qui est dénommée Steinkerque dans l'inventaire après décès. Cette même femme porte un manteau assez similaire à, je cite, un manteau de taffetas, une robe longue de taffetas rayée. Par chance, en 2020, sont passés en vente un ensemble de vêtements du XVIIIe siècle et on trouve une robe volante particulièrement similaire à celle que l'on peut voir dans l'enseigne de Gersaint. Le tissu est le même et on remarque que l'ouverture du décolleté est également très similaire. Dans l'inventaire après décès, on trouve également d'autres accessoires, notamment ceux que le modèle porte sur ses épaules. On trouve cette écharpe donc, dont nous avons déjà discuté et 2 écharpes dont une à franges qui doit être très similaire à ce que l'on peut voir sur les épaules du modèle dans l'enseigne. Une fois de plus, à quelques années près, l'image proposée par Watteau et les descriptions disponibles dans les documents d'archives correspondent. Ainsi, on comprend les propos de Dubois de Saint-Gelais qui consistent à voir en Watteau l'illustrateur des modes contemporaines. Cependant, Watteau a aussi produit des représentations idéalisées de ces vêtements contemporains. Les dessins de Watteau constituent la première source de compréhension de son rapport aux vêtements. Sa connaissance des vêtements contemporains, dans leur matérialité et dans leur montage, est rendue avec beaucoup d'élégance, notamment dans cette feuille conservée au National Museum de Stockholm, sur laquelle on voit que l'artiste a représenté à 3 reprises la même femme. Sur chacune des 3 silhouettes, à la sanguine, on peut observer avec précision le montage des laits de tissu les uns avec les autres,
afin de créer les formes caractéristiques de la robe volante déjà en place. Cependant, dans la version peinte qu'il donne de la figure du centre du dessin, dans le tableau Les deux cousines du musée du Louvre, on peut voir que Watteau gomme certains de ces détails techniques pour privilégier un rendu esthétique de la tenue. Watteau a également changé le tissu. Sur le dessin, vous pouvez observer que Watteau a rendu avec une espèce de maniaquerie le tissu rayé de la robe. Ce tissu est une siamoise, un tissu caractérisé par son système de rayures, et on peut remarquer, lorsqu'on confronte le dessin à la peinture, que Watteau a mis de côté cette représentation du décor textile pour lui privilégier un tissu uni. Dans son œuvre, Watteau représente donc les usages vestimentaires contemporains comme il les observe en dessin et pratique des modifications sur ses vêtements lorsqu'il doit les intégrer dans une composition peinte. C'est souvent le cas pour ces fameuses fêtes galantes qui, en plus d'intégrer des personnages vêtus de manière contemporaine, présentent souvent une interaction avec des personnages vêtus selon des modes historiques ou bien, beaucoup plus rarement, exotiques. Justement, l'apprentissage des modes historiques se fait selon deux démarches principales. La première consiste à copier d'après les maîtres anciens, notamment des écoles nordiques et italiennes, comme Rubens, Van Dyck et Véronèse, ou d'après des recueils de costumes. L'apprentissage d'après les maîtres fait partie des préceptes clés de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les jeunes artistes, au sein de l'institution, mais aussi dans les ateliers de leurs maîtres, pratiquent la copie. Ils copient les œuvres de leurs maîtres, bien entendu, mais aussi ceux des maîtres du passé. Watteau a réalisé un nombre très important de copies dessinées d'après les dessins et les tableaux des maîtres nordiques et italiens. C'est le deuxième instant autopromo. J'ai récemment publié un article apportant quelques nouveautés sur les questions de Watteau copiant d'après les maîtres dans le Burlington Magazine du mois de mai 2026. Et ces éléments m'ont notamment permis d'explorer des exemples que je vais vous montrer par la suite. Ces deux courants de peinture, donc la peinture nordique et la peinture italienne, sont révérés par l'Académie et sont au cœur des inspirations de Watteau. Les copies que Watteau a réalisées se concentrent majoritairement sur la période 1709-1717, et cette période correspond aux deux moments clés dans la carrière de l'artiste. En 1709, Watteau travaille à la préparation de son tableau pour le prix de Rome. Ce prix permet à son lauréat de partir étudier à Rome aux frais de la couronne. Cependant, Watteau ne remporte que la seconde place. Il faudra attendre 1712 pour que Watteau se décide à passer la première étape de sélection de l'Académie, appelée l'agrément. Après cette étape, les artistes agréés à l'Académie doivent finaliser le processus en présentant un morceau de réception. Watteau sera rappelé à l'ordre à 5 reprises avant de fournir en 1717 son morceau de réception, le célèbre Pèlerinage à l'île de Cythère que je vous présente à l'écran. Tout au long de l'élaboration de ce dernier, pour pénétrer dans les saints des saints de la peinture contemporaine, Watteau copie abondamment les maîtres anciens. Un exemple d'après Véronèse permet de comprendre comment Watteau a pu réutiliser les copies d'après les maîtres. Il s'agit d'une des rares transpositions littérales d'un dessin copié d'après les maîtres dans un de ses tableaux. La figure du page, que vous voyez à gauche du grand dessin du musée du Louvre, a été prélevée dans un tableau, Christ et Centurion, de Paul Véronèse. Watteau y reprend avec minutie les détails des rayures du vêtement, mais aussi du petit rabat de la manche du page. Sans réinterpréter sa figure, Watteau la réutilise littéralement, probablement pour la valeur de ses vêtements, dans l'une de ses grandes fêtes galantes, les plaisirs du bal. Dans cet apprentissage, d'après les maîtres, un biais est posé d'emblée, celui de la réinterprétation des traditions vestimentaires par les maîtres anciens eux-mêmes. Pourtant, d'autres sources, tout aussi subjectives, ont permis à Watteau un apprentissage plus pédagogique des modes anciennes. Il s'agit d'un argument en creux que j'ai découvert au cours de mes recherches. J'avais depuis longtemps l'intuition que Watteau connaissait les recueils de modes anciennes. Ces recueils existent depuis le XVIe siècle et ils comprennent généralement des images des vêtements portés à travers le monde. Si je n'ai pas réussi à prouver que Watteau les avait directement copiés, j'ai réussi à prouver que son entourage direct l'avait fait. Dans l'atelier de Claude Gillot,
Watteau a pu observer ces feuilles de son maître qui ont été copiées d'après le recueil de la diversité des habits de Nicolas Després, publié en 1567. Sur les 2 feuilles conservées au musée des Beaux-Arts de Dijon, on remarque que Gillot a copié un nombre conséquent des gravures présentes dans l'ouvrage. Il a même pris soin d'annoter le nom de ces figures avec le titre des estampes afin de se rappeler à quelle ethnie se rapportaient les vêtements gravés. Grâce à un autre membre de l'atelier de Gillot, Jacques-Jean Spoude, à propos duquel je viens de finir un article pour la Revue des Musées de France, c'est le dernier instant promo, je promets, il est également possible d'avancer que Watteau a copié des figures issues d'un autre ouvrage, d'un autre recueil de costumes, publié 3 ans après celui de Nicolas Després, le Trachtenbourg de Just Amann. Grâce aux 4 sanguines que je vous présente en partie basse de la diapositive, on peut indiquer que le recueil était vraisemblablement présent dans l'entourage de Watteau. Alors vous me direz, comment peut-on être sûr que Watteau y a eu accès ? Quelques œuvres peintes de Watteau permettent des parallèles éloquents avec ses estampes, et notamment l'Aventurière. L'Aventurière, qui, lorsqu'on la décortique, présente d'étonnantes similitudes et réinterprétations par rapport au modèle contenu dans le Trachtenbourg. Ici, nous avons déjà pu observer Watteau représentant des modes contemporaines. Le voici également interprète des modes anciennes qu'il synthétise et qu'il intègre dans ses propres compositions. Cet élément, nous le verrons, constitue un élément important dans son avènement en tant que peintre de mode à la mode. En plus de sa connaissance des vêtements contemporains et historiques, Watteau s'est également intéressé aux vêtements exotiques. Entre février et août 1715, tout Paris est fasciné par l'arrivée de l'ambassade persane. Cette ambassade donne lieu à de nombreuses représentations iconographiques, notamment dans le domaine de l'estampe, témoignant d'un intérêt populaire et général pour cette délégation officielle. Cependant, l'ambassade persane n'est qu'un élément d'un mouvement sociétal dont toutes les productions culturelles se font l'écho à l'époque, l'exotisme. Watteau offre à voir une représentation directe de cet exotisme qui arrive dans la capitale à travers une série de 10 dessins aujourd'hui conservés. On remarque avec quelle acuité et quelle déférence aussi il a représenté les persans faisant partie de l'ambassade. Comme le montrent les lettres A, B et C disposées sur les dessins, on peut identifier la redondance de certains personnages. Une fois de plus, Watteau se fait un observateur méticuleux et va jusqu'à rendre les détails des patrons des vêtements des personnages qu'il dessine. Cela se ressent particulièrement dans les 2 dessins représentant un jeune page en bas à gauche, pour lesquels on voit que Watteau a vraisemblablement demandé à son modèle de changer de position et de retirer une manche de sa veste. Grâce à cette modification de posture, Watteau a pu dessiner avec précision les coutures du patron de la petite veste portée par le page. De plus près, on voit bien que Watteau s'intéresse précisément au système de mise en place de ces vêtements étrangers. Ces études de vêtements persans ne se retrouvent pas dans les tableaux de l'artiste. Et cet ensemble constitue, à mon sens, une étude ethnographique avant la lettre et témoigne de la curiosité de Watteau, sinon pour l'autre, à tout le moins pour ses vêtements. À ce point de cette présentation, il est possible d'avancer qu'en dessin, Watteau donne à voir une représentation très fidèle des vêtements qu'il observe, tandis qu'il en propose une illustration plutôt idéalisée en peinture. Reste à explorer un domaine particulier. Comme quelques-uns de ses contemporains, au cours de sa carrière, dans les années 1710, Watteau se fait illustrateur des modes dans le domaine de la gravure. Watteau produit en collaboration les figures des modes avant le mois de juillet 1710. Dans cette série, il reprend à son compte les schémas anciens proposés par ses prédécesseurs dans ce domaine, comme Sébastien Leclerc ou Bernard Picard. Les 10 planches que je vous présente à l'écran sont éditées chez Thomas Saint-Père. Elles font la part belle à une représentation d'une mode idéale sans en montrer aucun détail ornemental précis. Il s'agit ici d'un coup d'essai pour Watteau qui réalise ses premières eaux-fortes lui-même. Et ces eaux-fortes ont été reprises par un graveur de métier, Henri-Simon Thomassin, qui n'est autre que le fils de Thomas Saint-Père. Henri-Simon Thomassin est l'apprenti de Bernard Picard, un graveur très expérimenté et déjà bien célèbre au début du XVIIIe siècle.
L'hypothèse avait été émise dans les années 1730 par une historienne de l'art, Jeanne Duportal, que Bernard Picard aurait pu former Watteau à la gravure. Cette hypothèse, que j'ai pu étayer, peut vraisemblablement être confirmée à l'appui d'exemples dans le corpus de Watteau. Deux exemples unissent de manière assez éloquente, selon moi, les carrières de Watteau et Picard. Le premier consiste à voir la filiation évidente, me semble-t-il, entre les gravures de mode de Picard et celles de Watteau, comme je vous le montre avec ces exemples à l'écran. On peut voir à droite la figure issue des figures des modes de Watteau qui reprend assez précisément, avec quelques modifications bien entendu, une posture qui avait déjà été exploitée par Picard. De même, j'ai réussi à prouver que Watteau avait copié les gravures de Bernard Picard en dessin. À gauche, je vous présente une contre-épreuve d'un dessin disparu qui représente, sur la partie droite de la contre-épreuve, donc une figure qui jusqu'ici était restée non identifiée. Son modèle est à trouver dans les gravures de Bernard Picard, pas des gravures de mode, j'en conviens, mais une petite série de figures populaires dans laquelle se trouve cette nonne représentée dans une estampe intitulée « Ne manquez pas à consoler », publiée en 1706. Vous pouvez voir que la figure de la nonne est inversée, c'est le propre de la contre-épreuve, qui est une méthode de conservation des dessins, qui consiste à apposer une feuille humide sur le dessin tout juste réalisé, afin d'en tirer une image en contrepartie et de préserver le dessin original. Fort de sa probable collaboration avec Picard pour les figures des modes, Watteau comprend l'importance de ce que l'on appelle déjà dès les premières années du XVIIIe siècle le sujet en mode. Ces sujets en mode consistent en la représentation en peinture ou en gravure de scènes de divertissement, mettant en scène des personnages vêtus de manière contemporaine, sans incursion de déguisement, puisque cela caractérise précisément la fête galante. Bernard Picard offre une des plus belles et des plus précoces représentations de ce sujet avec son célèbre concert champêtre dans une gravure publiée en 1709. Cette composition, qui, je le rappelle, met en scène des personnages richement vêtus de manière contemporaine, dans un jardin, en train de jouer de la musique et de chanter, fait écho à une production unique dans l'œuvre de Watteau. La conversation, généralement datée vers 1712-1714, est produite 3-4 ans après la gravure de Picard et 3-4 ans également après les figures des modes. La conversation reprend à son compte la composition et l'idée d'une belle compagnie s'adonnant à des loisirs. Ce tableau est un des deux seuls de la carrière de Watteau à représenter un sujet en mode composé uniquement de personnages vêtus de manière contemporaine. Cet exemple, précédé par celui des figures des modes, montre à quel point le jeune Watteau a à cœur de se saisir d'un créneau, si possible, lucratif. Cependant, en 1712-1714, le public des peintures de Watteau ne semble pas avoir été enclin à acheter ce tableau. L'historique initial du tableau n'est pas connu, mais il n'est visiblement pas vendu du vivant de Watteau. Il s'agit donc, je le disais, quasiment d'un unicum dans la carrière de Watteau, puisque sur sa carrière composée de 200 tableaux, on ne trouvera que 2 tableaux de mode représentant uniquement des modes contemporaines. Cela nous indique, par un biais statistique, que ces sujets en mode, représentant uniquement des vêtements contemporains, n'ont pas encore trouvé leur public. Pourtant, quelques années plus tard, Watteau traite de nouveau le sujet en mode. À cela, une raison assez simple, le thème semble avoir pris son essor sur le marché de la peinture. Jean-François de Troyes a commencé à en peindre et à en commercialiser avec un certain succès. Lorsque Watteau revient d'Angleterre, le goût de son public a vraisemblablement changé. Watteau entretient toujours de bons rapports avec le marché de la peinture parisienne, tant et si bien qu'à son retour à Paris, je vous le disais plus tôt, Edmé François Gersaint va lui commander la fameuse enseigne. Commandée en 1720, cette œuvre se veut une représentation fidèle du commerce du marchand. Pourtant, les travaux récents, dirigés par Christophe Martin Waechter et Sophie Rowe, ont montré que ce tableau est une représentation absolument idéalisée du commerce d'art décoratif contemporain.
Néanmoins, pour le sujet qui nous intéresse, celui des vêtements, les tenues de l'enseigne, que je vous ai déjà partiellement présentées, sont le reflet des évolutions, mais aussi des cohabitations contemporaines de plusieurs modes. On observe, tant sur les tenues des hommes que sur celles des femmes, des variations, sinon significatives, en tout cas visibles, et liées au goût du porteur. Les femmes adaptent leurs robes volantes en fonction de leur longueur, de leur goût, de leur déplacement. Watteau offre à voir trois exemples différents de mise pour cette même tenue. De même, les tenues des hommes varient en couleur, en sophistication, majoritairement par leur décor. Je vous le disais en introduction, les vêtements cohabitent chez Watteau. On trouve dans ces fêtes galantes autant de vêtements contemporains que de vêtements de divertissement, costumes de théâtre, costumes de bal, etc. En plus de cela, les vêtements contemporains cohabitent eux-mêmes avec différentes dispositions et différentes modes d'un même vêtement. Cet élément est particulièrement important pour reconsidérer la vision positiviste de l'histoire de la mode. L'apparition d'une nouvelle mode ne signifie pas la disparition pure et simple de la précédente. C'est ce que donne à voir la comparaison entre la conversation et l'enseigne. Dans les presque 10 ans qui séparent les deux toiles, on peut constater l'évolution des modes féminines et des modes masculines. Fort de cette réputation de peintre de mode, Watteau va opérer une brillante synthèse. Après avoir réalisé que son public et ses clients n'étaient pas encore friands du sujet en mode, en peinture, il va transformer l'essai et réinventer la fête galante. Ainsi, dans ces fêtes galantes qu'il produit visiblement de manière mécanique, voire un peu sérielle, Watteau intègre toujours au moins une figure vêtue de manière contemporaine, côtoyant d'autres convives parés de tenues de fantaisie. C'est ce que l'on peut voir dans l'assemblée dans le parc du musée du Louvre. Pourquoi ce mélange ? À la fin du règne de Louis XIV, la France est exsangue. Les bourgeois et les financiers ne veulent pas se voir représentés selon un mode réaliste. À l'heure où les portraits mythologiques triomphent, la fable s'insère dans la culture populaire, mais aussi dans la peinture. Les fêtes galantes du début du règne de Louis XIV, dont certaines festivités données à Versailles avaient pris le nom, sont dorénavant à mi-chemin entre la représentation de ces mascarades dans des jardins et le rêve et la fable que l'on retient aujourd'hui. En effet, ne l'oublions pas, les contes de Perrault paraissent pour la première fois à la toute fin du XVIIe siècle. D'autres ouvrages de contes sont publiés et viennent asseoir l'importance de l'imaginaire et de la déconnexion de la réalité du quotidien de ces élites. Les clients de Watteau sont rarement aristocratiques et ce sont majoritairement de grands financiers qui tirent un loisir particulier à se voir représentés dans leurs activités. Constatant le développement du sujet en mode dans le domaine de la gravure, Watteau a su l'adapter à sa production peinte et ainsi tirer son épingle du jeu pour parer la fête galante d'une nouvelle apparence. Dubois de Saint-Gelais avait bien défini Watteau comme peintre de l'histoire des modes de son temps, et je peux aujourd'hui ajouter à cette idée que Watteau était un peintre à la mode et qu'il avait parfaitement compris comment en tirer parti. Mes recherches ont mis à jour une nouvelle manière de percevoir Watteau. À mon sens, Watteau n'est pas un artiste solitaire, mélancolique ou taciturne. C'est un personnage talentueux, connecté et bien ancré dans son époque. À son arrivée à Paris, il a conscience que sa carrière ne se déroulera pas dans les cercles officiels et que pour pouvoir persévérer dans cette voie, il va lui falloir tirer son épingle du jeu. Son plus grand talent est la sensibilité et l'exactitude avec laquelle il rend les usages vestimentaires. Après son premier essai avec la conversation, il comprend qu'il doit adapter sa peinture à son marché pour survivre. En comprenant l'importance d'être à la mode, Watteau devient un peintre marchand. Pour preuve, son travail n'est pas solitaire, puisqu'on lui connaît plusieurs collaborateurs, dont Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater, qui vont reprendre à leur compte les sujets et les méthodes de composition de Watteau. La postérité immédiate de Watteau, illustrateur de mode, se retrouve dans une suite de gravures dessinées par un autre de ses émules, François Octavien, qui en 1725, 4 ans après la mort de Watteau, reprend quasiment littéralement ces figures de mode dans une propre série de gravures. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci Axel.
J'ai beaucoup trop de questions qui se bousculent, mais je me dis que je vais peut-être vous laisser l'honneur de poser les vôtres en premier. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole ? Sinon, j'ouvre. Donc, tu disais que tu adoptais une approche formaliste, ce qui s'explique assez bien puisque tu travailles beaucoup avec de la gravure et des dessins. Mais je me demandais sur la captation du tissu, de la matière, en particulier dans la peinture, la picturalité des tissus. Donc, j'ai l'impression qu'il construit beaucoup avec la lumière et le tombé des plis qui indiquent la rigidité du tissu, l'épaisseur, etc. Je me demandais si tu avais d'autres trucs ou d'autres aspects, d'autres caractères que tu as pu identifier dans la manière dont Watteau peignait vraiment le textile, le tissu. Et deuxième petite question en lien, est-ce que la manière dont il peint le tissu, dont il peint la matière, se distingue des autres éléments? Par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt qui est particulièrement poussé sur le vêtement, mais il transcrit aussi très bien les aspects sensoriels, si on revient sur l'ancienne de Gersaint, de la laque, du bois doré, du miroir, de la paille, enfin ce genre de choses-là. Bon, je sais que c'est une question un petit peu plus matérielle que formaliste, mais... Voilà. Merci beaucoup, c'est une très très bonne question, notamment sur la question de la représentation des tissus. Je suis passé un peu rapidement sur la transposition entre le dessin et la peinture, mais c'est effectivement très très rare de voir des tissus ornementés, alors que ce soit des tissus façonnés, donc des tissus qui ont une ornementation dans le tissage initial ou des tissus brodés. On en voit un très très bref exemple dans la conversation, ici. Et en fait, vous pouvez voir que visiblement, ça a été une partie un peu fastidieuse. C'est une partie qui est mal conservée. C'est un endroit où, visiblement, il y a eu une petite difficulté pour Watteau à exécuter ce genre de décor. Et en fait, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait probablement cette question de difficulté technique, car on le sait, et c'est pas une opinion subjective, dès le XVIIIe siècle, les commentateurs de Watteau expliquent qu'il a une très mauvaise technique picturale. Donc, il ne prend pas le temps de laisser la peinture à l'huile se stabiliser avant de remonter les couches, ce qui explique cette drôle d'apparence pour la broderie blanche sur la robe de la dame, le façonnage blanc. Et ce qui est très intéressant, toujours sur ce tableau, c'est que dans la manière de traiter le tissu, il a tendance à y revenir. Soit pour mettre au goût du jour, soit pour cacher des petits ratés ou des éléments qui n'auraient pas convenu à un collectionneur. C'est potentiellement une des pistes que j'envisage. Et on le voit très très bien ici sur la femme, j'ai perdu le pointeur, la femme en rouge, donc juste à côté de la femme en blanc. Si vous regardez le bas de la robe, vous pouvez voir à travers le gazon qui ressort. En fait, il a rallongé un petit peu la robe, il a changé la couleur et vraisemblablement changé l'ornementation aussi, probablement parce qu'elle n'était pas d'assez bonne qualité. C'est un cas qu'on retrouve assez souvent. On le retrouve à la Wallace Collection sur un tableau « Voulez-vous triompher des belles ?» J'ai d'abord pensé à une mise à jour des vêtements pour les remettre au goût du temps. En fait, je pense que c'est plus de la correction technique d'un vêtement pas très bien peint qu'il faut réharmoniser dans la composition. Et ça fonctionne très bien avec la deuxième partie de ta question sur sa capacité à représenter d'autres matières. Paradoxalement, il peint très très bien les sculptures. Voilà, donc c'est un truc qui peint extrêmement bien. Pas le tissu, dommage, c'était pourtant son fonds de commerce. Mais pour le coup, les sculptures, c'est assez saisissant. Il y a une incarnation de la matière qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Et c'est vrai que, mis en parallèle avec les représentations textiles, à certains endroits, ça pêche un peu. Merci beaucoup. Merci. Madame ? En a-t-il bien vécu, M. C'est une excellente question. A priori, oui. J'ai assez peu insisté sur la partie peintre marchand, c'est vraiment un autre développement, mais de plus en plus, je suis assez convaincu qu'il était très intelligent et qu'il a très bien compris très rapidement comment bien vendre. Je l'ai évoqué rapidement, sur le corpus de 200 tableaux, on a 85 fêtes galantes. Dans les 85 fêtes galantes, il y a 4 schémas. C'est tout le temps la même chose. Il y a 4 schémas et 3 formats. Quand j'ai dit sériel, c'était utilisé à raison. Les quelques informations qu'on connaît sur sa vie financière,
sont, me semble-t-il, assez éloquentes. On a une biographie quasiment contemporaine qui est celle de la femme du comte Carl Gustaf Tessin, Ulla Tessin, qui a connu Watteau par voie de ricochet, puisque le comte Carl Gustaf était assez proche de Watteau. Et dans la biographie que Ulla Tessin écrit de Watteau, la première phrase, c'est Antoine Watteau, virgule, âpre de gain, virgule. Et elle commence sa biographie comme ça. C'est vraiment la première incise. Un élément qui a été repris par aucun autre commentateur contemporain. Et je trouve ça assez intéressant de voir que ça arrive dans les années 1760, où il est mort depuis longtemps, et elle se dit probablement personne ne va lire ça, autant dire la vérité. Et c'est assez intéressant puisque quand on part des années 1760 avec cette idée de Watteau âpre de gain, qu'on relit sa carrière avec les statistiques sur les fêtes galantes et qu'on prend les quelques documents d'archives dont on dispose, on sait qu'il avait injecté de l'argent dans le système Law, donc un système de spéculation financière sur le commerce triangulaire à l'échelle internationale. Et on sait que quand le système Law a commencé à battre de l'aile, Watteau étant très bien connecté, et en Angleterre à ce moment-là, il a demandé à Jean de Julienne de lui sauver sa mise. Il a récupéré 6000 livres. Somme coquette. Un dernier élément qui fait qu'il vivait probablement bien, il n'a, à ce qu'on sait aujourd'hui, jamais vécu chez lui. Il a toujours vécu chez des gens, ce qui facilite un peu la vie. Il a vécu chez Pierre Crozat, il a vécu chez le neveu de Lebrun, et vraiment des connexions parfois tirées par les cheveux. Le neveu de Lebrun, j'ai essayé de comprendre, je ne sais toujours pas pourquoi, mais il passe 2 ans quasiment chez le neveu de Lebrun, pour une raison inconnue. De fait, eu égard sa production de 200 tableaux en 20 ans, sachant qu'il collabore avec d'autres artistes, notamment Claude Troy-Audran, qui est décorateur, quand même un moyen très lucratif de faire de l'argent rapidement, je pense qu'il a plutôt bien vécu. Son inventaire après décès n'est pas très éloquent. Alors, pardon, on n'a pas l'inventaire après décès, on n'a qu'une quittance de sa mère. Sa mère donne procuration à son frère pour qu'il vienne récupérer ce qui reste après sa mort. Donc il y a les 6000 livres du système Law, et a priori, Gersaint a déjà procédé à la vente de ses biens. On n'a pas de quantification numérique, mais 6000 livres, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui était censé être taciturne, solitaire, etc., etc. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.